Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Napoléon, mort il y a 200 ans, disait de Molière, né il y a 400 ans, qu'il avait été, je cite, « un homme inimitable ». En l'espace d'un demi-siècle, à peine plus, cet homme inimitable, né donc le 15 janvier 1622 à Paris dans le quartier des Halles et mort le 17 février 1673, pas très loin de là, me direz-vous, cet homme aura trouvé de quoi marquer ses contemporains et frapper la postérité. Depuis bientôt 2 siècles, l'amicale inextinguible des moliéristes, du nom de la revue qui les a regroupés au 19e siècle, cette espèce de cohorte des amis de Molière n'a cessé de louer le génie de Jean-Baptiste Poquelin, comédien, metteur en scène, chef de troupe et, bien sûr, en tout cas c'est la version officielle, nous verrons ce qu'il faut en penser dans le cours de la semaine prochaine, auteur de quelques chefs-d'œuvre si vivants, si parfaits à la fois, si puissants et si légers qu'ils ont donné à notre langue le nom de Molière, le français langue de Molière. Vous connaissez la formule de Sacha Guitry. Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Molière. Le 3 mai 1954, Sacha, le dévot Sacha devrais-je dire, feuilletait pour le Poste parisien son livre Sans merveille et s'arrêtait à la page Molière. Et voilà ce qu'il disait. Molière est tellement le théâtre en personne qu'il est peut-être le seul homme illustre qu'il vaudrait mieux ne pas tenter de faire revivre sur la scène. Molière est la plus claire expression du génie de notre race, car, sublime ou burlesque, il ne cesse jamais d'être le bon sens même. Molière est parmi les grands hommes celui dont la France pourrait le moins aisément se passer. Molière est nécessaire. Il est une preuve permanente et on a constamment l'occasion de clouer le bec à des gens qui voient faux en leur disant « Eh bien, et Molière ?» Quand on parle d'un homme que l'on admire et que l'on aime sans réserve, quand on s'exprime sur son compte en termes éperdus, quand on n'a plus de mots qui sonnent assez fort ou qui semblent assez tendres, quand les gestes s'en mêlent et qu'on lève les yeux au ciel, il se trouve toujours quelqu'un de pondéré pour briser votre élan et pour insinuer « ce n'est tout de même pas le bon Dieu ». Cette observation vient mettre au point les choses et vous laisse interdit, car, de toute évidence, la personne en question n'est pas le bon Dieu. Eh bien, quand nous parlons, nous autres, de Molière, superlativement, si quelqu'un s'avisait de nous dire « ce n'est tout de même pas le bon Dieu », nous répondrions « si ». Pour d'innombrables admirateurs, Molière a été, c'est vrai, et on ne peut pas contredire Sacha Guitry sur ce point, il a été divinisé, peut-être d'autant plus dans la mort que de son vivant. Jean-Baptiste Poquelin, lui, avait été honni, et notamment par les gens d'église. Je reprends Sacha Guitry. « Voyez quelle est sa vie, disait-il. On le blâme, on l'insulte, et Boileau le critique. Le curé de Saint-Barthélemy propose qu'on le brûle, et Bossuet lui-même le condamne en ces termes au lendemain de sa mort. Faudra-t-il que nous passions pour honnêtes les impiétés et les infamies dont sont pleines les comédies de Molière, qui a expiré pour ainsi dire à nos yeux, et qui remplit à présent les théâtres des équivoques les plus grossières dont on n'ait jamais infecté les oreilles des chrétiens. La postérité sera peut-être la fin de ce poète comédien qui, en jouant son malade imaginaire, reçut la dernière atteinte de la maladie dont il mourut peu d'heures après, et passa des plaisanteries du théâtre, parmi lesquelles il rendit le dernier soupir, au tribunal de celui qui dit « Malheur à vous qui riez, car vous pleurerez ». Beau morceau d'éloquence, conclut Sacha Guitry, mais je préfère Tartuffe. Reprocher à Molière d'être mort maquillé, quel est le comédien, mon Dieu, qui ne l'envierait pas ? J'ai sous les yeux les différents portraits qu'on a pu faire de Jean-Baptiste de son vivant. Alors vous avez une peinture sur marbre d'Abraham Bosse, assez extraordinaire d'ailleurs, peut-être la plus élégante, le portrait le plus flatteur de tous. Et puis le célèbre portrait de Mignard, bien sûr, Mignard son ami, et du même le buste en costume de scène à l'antique, sans vous oublier cette huile anonyme où il apparaît plus replet avec une évidente tendance à la lascivité. Sur tous ces portraits, hormis le
nez droit, la bouche voluptueuse, sommée du nombre de moustaches, le menton rond presque bourgeois. Ce qui en impose, c'est l'étonnant regard, ce regard doux, lucide, malin jusqu'à l'incandescence. La fille du comédien Ducroissy, mademoiselle Poisson, qui l'a très bien connue, nous livre de son côté le portrait que voici, un portrait en mots, bien sûr. Molière, dit-elle, n'était ni gros, ni gras, ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite, le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts, et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie entièrement comique, avec une voix sourde, des inflexions dures, une volubilité de langage qui précipitait trop sa déclamation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Faut-il, en préambule à cette semaine spéciale Molière, vous donner quelques repères à propos d'une des biographies, somme toute, les mieux connues de France. Je vous l'ai dit, il était né donc le 15 janvier 1622 dans ce quartier des Halles, de Jean Poquelin, qui était titulaire de la charge de tapissier ordinaire et de valet de chambre du roi. C'était un officier de la couronne, personnage relativement important, et de Marie Cressé, qui était son épouse. Molière avait reçu une instruction élémentaire assez convenable avant d'entrer, pour autant qu'on puisse le dire très clairement, au collège de Clermont, dont il a suivi l'enseignement jusqu'à l'âge de 19 ans. Il est très possible qu'il ait fait des études juridiques, qu'il ait été reçu docteur en droit à Orléans en 1641. Je dis très possible parce que tout ça est quand même relativement difficile à établir. Il succède à son père dans sa charge, et d'ailleurs avec la cour, il va faire un voyage, le voyage de Narbonne, d'avril à juillet 1642. Il a 20 ans à l'époque, et un petit peu plus tard, donc le 6 janvier 43, voilà qu'il renonce à la charge de tapissier ordinaire pour se lancer dans le théâtre. C'est à partir de ce moment-là qu'il a fréquenté, enfin ça faisait déjà quelques mois qu'il fréquentait la tribu Béjart, si je puis dire. Le 30 juin 1643, il y a ce contrat d'association qui fonde la troupe de l'Illustre Théâtre, dont les représentations vont commencer au tout début de l'année 1644, mais s'arrêter 18 mois plus tard. Il y a énormément de problèmes d'impayés, démêlés juridiques. Il y a même un passage en prison pour dette pour Molière, qui ensuite va, avec ses camarades, écumer les provinces, la Gascogne, le Languedoc, le Lyonnais, le Dauphiné, se faisant connaître de pas mal de gens importants, le duc d'Épernon, le prince de Conti, qui va le protéger avant d'avoir une crise mystique qui lui fait renvoyer ses comédiens, et d'autres encore. Je pense à l'abbé Connac, notamment. Après un séjour à Rouen auprès des frères Corneille, la troupe de Madeleine Béjart, dans laquelle Molière joue un rôle de plus en plus important, devient troupe de monsieur. Et le 24 octobre 1658, on va finir par jouer devant la cour. Vous imaginez ça? Et à partir du 2 novembre suivant, la troupe va triompher dans la salle du Petit Bourbon avec les Précieuses Ridicules, 8 novembre 59. Et puis alors, je vais pas citer toutes les pièces, l'École des maris, l'École des femmes, bien sûr, le Tartuffe, extraordinaire, Don Juan, le Misanthrope l'Avare, le Bourgeois gentilhomme, etc., les Fourberies de Scapin, le Malade imaginaire, ça c'est la toute fin. Vous savez que Molière, depuis longtemps, souffrait de dyspepsie. Il était assez neurasthénique par ailleurs. Il était probablement atteint depuis longtemps d'une tuberculose qui l'a miné pendant les 8 dernières années de sa vie. Je me rappelle, enfant, avoir été durablement impressionné par l'interminable scène finale du film consacré par Ariane Nouchkine à notre génie des planches. On y voyait Jean-Baptiste, sous les traits tellement crédibles de Philippe Cobert, vomir tout le sang de son corps. Dieu, que la tragédie paraissait proche de la comédie, et comme la vie de Molière soudain sur grand écran nous semblait moins amusante. Vous écoutez Radio Classique. La vérité, c'est que sur Molière, on ne possède pas grand-chose. On n'a en tout cas pas d'écrit de sa main. On a juste quelques signatures au bas d'actes notariés ou de quittances. Aucune édition originale à noter, pas une seule lettre dans aucun fonds public ou privé, pas un billet d'amour, pas rien, même pas un canevas de pièces.
On ne peut croire qu'une entreprise aussi importante n'ait exigé d'autres écritures que le mince registre de La Grange conservé par les comédiens français, écrivait Pierre Gaxotte de l'Académie française. Durant les années qu'il a tourné en province, 12 au moins, 15 peut-être, Molière a dû signer aussi nombre de traités et de conventions, écrire beaucoup de lettres aux municipalités, tenir des comptes, solliciter des protections, annoncer sa venue, remercier, donner de ses nouvelles aux uns, aux autres. De tout cela, rien. C'est sa veuve, c'est Armande Béjart, qui passait pour la sœur de Madeleine Béjart, la fondatrice de la troupe et de l'illustre théâtre, et qui en fait en était la fille. C'est Armande qui en 1682 avait commandé à 2 amis de Molière la préface pour l'édition complète des œuvres de Molière. Les 2 amis, c'était Lagrange et Viveau, et ils avaient évidemment essayé d'évoquer tout ce qu'ils pouvaient dire et tout ce qu'ils savaient clairement de la vie de Molière. Vous savez qu'ensuite, la biographie de Grimaret, qui date, elle, de 1705, sera une biographie beaucoup plus légendaire, si je puis dire. Du reste, Viveau et Lagrange avaient eux-mêmes un peu fait des omissions. Par exemple, ils ne mentionnent pas que Molière avait traduit Lucrèce dans sa jeunesse, ou que Conti, après l'avoir protégé, était devenu son ennemi, etc. Molière, disaient nos 2 amis, là, observait les manières et les mœurs de tout le monde. Il trouvait le moyen ensuite d'en faire des applications admirables dans ses comédies, où l'on peut dire qu'il a joué tout le monde puisqu'il s'y est joué en premier en plusieurs endroits. Et bien sûr, ça veut dire que nombreux sont ceux qui vont essayer de chercher dans ses œuvres des pièces à clé et de chercher des indices pour comprendre mieux la vie de Molière, notamment dans la critique de l'école des femmes, dans l'impromptu de Versailles, dans des pièces où il se met en scène. On peut dire qu'ayant rendu la comédie capable de porter des idées, il a fait exprimer par ses personnages sur la vie de société, sur la place qu'y tiennent les femmes, sur l'éducation, l'amour, le mariage, les libertés de la jeunesse, les rapports des parents et des enfants, la pratique de la morale et de la religion, des théories qui ne sont pas toutes siennes, nous dit Pierre Gaxotte, car ces personnages parlent selon leur caractère, mais qui, judicieusement choisis, débarrassés des grossissements et des effets propres à la scène, permettent de déceler non une philosophie, le mot serait trop pompeux, mais une pensée qui se suit dans toute son œuvre. Molière lui-même, il suffit de lire ce qu'il en dit dans l'impromptu de Versailles, n'aimait pas qu'on essaie de le démasquer à travers les personnages qu'il jouait. Il n'y a pas de clé dans cette œuvre. Alors, on peut penser qu'il a attrapé chez lui, autour de lui, des conversations, qu'il a copié, bien entendu, tout ce qu'il entendait, les milieux extrêmement variés qu'il fréquentait, les mots drôles, les idées de quiproquos, les répliques un peu fortes, tout ça se retrouve forcément dans son théâtre, et 1000 situations dont il avait littéralement le génie et ses caractères qu'il a rendus presque définitivement immortels. Difficile aujourd'hui de voir une personne avare sans penser évidemment à Harpagon. Mais il faut faire comme souvent le départ de l'œuvre et de la vie. Il a encore le don de distribuer si bien les personnages et de les instruire ensuite si parfaitement qu'ils semblaient moins des acteurs de comédie que les vraies personnes qu'il représentait, nous dit Charles Perrault. Et Donneau de Visé, à propos de l'école des femmes, dit « Jamais comédie ne fut si bien représentée, ni avec tant d'art. Chaque acteur sait combien il doit y faire de pas et de toutes les œillades qui sont comptées. » Quant à La Bruyère écrit « Celui qui se jette dans le peuple ou dans la province y fait bientôt, s'il a des yeux, d'étranges découvertes, y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon. Il avance par des expériences continuelles dans la connaissance de l'humanité. Il calcule presque en combien de matières différentes l'homme peut être insupportable. » Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors toute la semaine prochaine, nous allons donc consacrer à Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, à l'occasion de ce 400e anniversaire de sa naissance. Nous allons consacrer aux différents aspects de sa vie toutes les émissions de la semaine. Nous évoquerons notamment ses amours à travers les personnages comme Marquise du Parc, ça ce sera lundi, son rôle à la cour de Louis XIV et sa difficile collaboration avec l'autre Jean-Baptiste, c'est-à-dire Lully, ça ce sera mardi. L'aventure inouïe de ce chef-d'œuvre qui aura été Tartuffe, dont le plus récent biographe de Molière, Georges Forestier, a reconstitué pour la Comédie Française une version qui pourrait être la version originale en 3 actes. On y reviendra. Et puis jeudi, la question dont vous savez qu'elle me passionne de la collaboration avec Corneille. Nous en profiterons pour évoquer le livre merveilleux d'Ève de Castro, L'autre Molière, qui sort en ce moment et qui est tout simplement indépassable. Et puis, pour finir évidemment, nous évoquerons les circonstances de la création du Malade imaginaire et la mort de Molière en février 73. Notons à ce propos que l'année prochaine, en février 2023, seront célébrés les 350 ans de la mort du maître. Autant dire que pendant toute cette année entière, nombreuses seront les institutions théâtrales qui vont se mettre à l'heure molièresque. Les universités aussi, comme celle d'Avignon, où enseigne Boris Donnet, auteur au CERF d'un petit ouvrage intitulé « Qui es-tu Molière ?», où se trouvent très clairement posées quelques questions essentielles, et notamment celle-ci. Le clivage entre l'extérieur et l'intérieur, nous dit Boris Donnet. Les actes et les paroles d'un côté, les pensées de l'autre, est le thème majeur de son œuvre. On ne voit pas les cœurs, déplore Alceste dans Le Misanthrope. Sans cesse, on se trompe sur les autres et leurs sentiments. Parfois, parce qu'ils veulent nous tromper, la dénonciation du mensonge et de l'imposture revient comme un leitmotiv de Tartuffe au Malade imaginaire. D'autres fois, simplement parce que les apparences sont trompeuses, Molière manie en virtuose le quiproquo et la méprise, procédé classique de la comédie pour souligner le caractère souvent fallacieux des actions d'autrui. Enfin, si l'on se laisse abuser, n'est-ce pas, confusément qu'on le désire, Orgon, la dupe de Tartuffe, le montre bien. Prêt à renoncer à tout sauf à l'image fausse qu'il se fait de son directeur de conscience. On peut aussi s'abuser sur soi-même, comme le bourgeois gentilhomme et ses imaginaires qui croient être ce qu'ils ne sont pas. Le vertige de l'identité est porté à son comble dans Amphitryon, où sosie trompé par Mercure, qui lui a volé son apparence, n'est même plus sûr de son propre moi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Molière nous laisse le souvenir d'un comédien immense. C'est le premier des souvenirs qu'il nous laisse, évidemment. L'un de ses biographes, celui qui peut-être l'a cerné au plus près d'un point de vue moral, c'est Christophe Maury. Christophe Maury nous dit « On parle de son théâtre à la cour et en ville parce qu'on vient y prendre plaisir devant les décors, les costumes, les mouvements des comédiens et les pas de danse, devant la grâce des femmes, le comique de Sganarelle, d'un Mascari ou d'un vieux barbon conduisant son monde dans la folie qui l'anime. On vient aussi pour ses roulements d'yeux à lui, ses coups de gueule, son hoquet, et cette façon si personnelle de trépigner, de s'agacer. La gaieté ne s'écrit pas, pense-t-il, elle se joue, elle se vit. Oui, monsieur Maury, d'ailleurs, qui nous dit qu'en français, Molière n'est pas devenu tout simplement synonyme de vie. Il y a quelque chose de tellement irréductiblement vivant et vital dans ces scènes, dans ces pièces que des générations et des générations de comédiens ne se lassent pas de nous présenter, de nous montrer, de triturer dans tous les sens, de reprendre et de relancer sans cesse. Avec l'avare, écrit Christophe Maury, il s'est écrit un monologue sur mesure au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Monologue qui le met en scène, courant en tous sens, s'agitant, scrutant la foule, fouillant le parterre, interrogeant les spectateurs, questionnant le balcon, conquérant la salle entière. Il rit, il pleure, il accuse, il vitupère. Il fait du Molière, et c'est ce Molière-là qui construit la comédie. Certes, j'ajouterais même volontiers que c'est ce Molière-là qui s'immortalise dans ce qu'il peut y avoir pourtant de plus fugitif, de plus éphémère dans l'art de jouer, de bien jouer, de jouer pour l'éternité, ce qu'il y a peut-être aussi là-dedans de plus humain.
Vous écoutez Radio Classique.